Je commence par vous donner les réponses aux questions de l'épisode précédent. Il fallait tout d'abord trouver deux noms issus de César, Caesar en latin. Le premier correspond au titre que portait l'empereur d'Allemagne à la fin du XIXe siècle. C'est le Kaiser, ça s'écrit K-A-I-S-E-R. Et le second titre à trouver, c'est celui de l'empereur de Russie. Le Tsar, T-S-A-R. Je pense que celui-là, vous avez pu le trouver tout seul. Ensuite, je vais vous poser une autre question. Je vous rappelais que le mot latin arena signifie sable. Et du coup, je vais vous demander pourquoi ce nom avait donné le terme arène. C'est assez évident en fait. C'est parce que le fond de l'arène était justement recouvert de sable, probablement pour absorber tout le sang qui était versé pendant les combats violents qui se déroulaient dans l'arène. Ceci étant dit, passons aujourd'hui au sujet de la maison. Les maisons romaines varient selon la richesse de leurs habitants. Les plus pauvres habitent dans des immeubles que l'on appelle insulae, mais les plus aisés ont des villas souvent très confortables. Une villa romaine s'organise autour de la pièce principale, l'atrium. Au-dessus de cette pièce, un trou dans le toit, le compluvium, laisse passer l'eau de pluie jusque dans un bassin, l'impluvium, qui sert de réservoir d'eau et rafraîchit l'atmosphère. Autour de l'atrium se répartissent les différentes pièces de la maison. On trouve principalement les cubicula, petites pièces souvent sans fenêtre qui servent de chambre à coucher, le tablinum, ou bureau du maître, parfois accompagné d'une bibliothèque, et le triclinium, la salle à manger. Cette salle contient 3 lits autour d'une table. Les convives, en restant allongés, se servent ainsi des mets qui leur sont présentés. Au-delà de ces pièces se situe souvent un jardin, en latin on appelle cela hortus, et une sorte de promenade entourée de colonnades, le peristylium. Les maisons les plus luxueuses ont l'eau courante. Elles bénéficient même de salles de bain privées sous forme de thermes. Dans une première pièce, on peut prendre un bain froid, dans une deuxième un bain tiède, et enfin dans une troisième un bain très chaud, grâce à des briques qui chauffent en sous-sol. D'autres salles plus discrètes peuvent avoir l'eau courante, notamment la cuisine, coulina, ou les toilettes, latrinae. Dans chaque villa, un petit coin est consacré au culte des divinités de la maison. C'est le lararium. On y honore les dieux de la famille que l'on appelle les lars, divinités du foyer, et les pénates, divinités des provisions. Les maisons romaines les plus riches n'avaient rien à envier aux villas d'aujourd'hui. Cela a donné une expression, regagner ses pénates, qui signifie retourner chez soi, puisque c'est là que se trouve l'hôtel qui leur est consacré. Et la question que je vous pose aujourd'hui et qui prend une saveur particulière après 2 mois de confinement, c'est faut-il préférer rester chez soi ? Oui, parce qu'on célèbre des héros qui, comme Ulysse, sont partis loin de chez eux et ont fait de grands voyages. Mais le souhait de tout homme n'est-il pas de retrouver sa maison et d'y rester ? Par exemple, Olivier est très heureux de vivre parmi les gens qu'il aime, dans la maison de ses parents qu'il a toujours connue. Il y a ses habitudes, sa chambre décorée selon ses goûts, et de quoi s'occuper avec ses activités favorites. Rien ne paraît lui manquer et il n'a pas envie de partir ailleurs, alors pourquoi s'éloigner de chez lui ? Oui, mais en vivant ainsi, Olivier évite de se retrouver en terrain inconnu. Il ne se confronte pas souvent à de nouvelles personnes et à d'autres horizons. Ne se limite-t-il pas lui-même en se privant de rencontres, d'expériences, de vie intéressantes ? La peur de l'inconnu ou la paresse ne doivent pas empêcher la découverte du monde extérieur. Il y a un proverbe latin qui dit « Là où on est bien, c'est la patrie ». Quand on a trouvé l'endroit où bien vivre, on aime à y rester. Mais d'après un autre proverbe, les voyages forment la jeunesse. Pour savoir vraiment où l'on vit le mieux, il faut connaître d'autres expériences et sortir de sa maison. Rien n'empêche par la suite de préférer son petit monde à l'agitation extérieure. Mais c'est vrai qu'en période de confinement, quand on n'a pas le choix et qu'on est obligé de rester chez soi, même si on aime sa maison, ça peut être un peu compliqué à gérer. Allez, à vous de jouer maintenant. En latin, la maison se dit domus. Ça s'écrit D-O-M-U-S. Est-ce que vous pouvez me trouver un nom, un adjectif et un verbe qui proviennent de ce mot ? Je répète, en latin, la maison se dit domus. Trouvez un nom, un adjectif et un verbe qui proviennent de ce mot. Pendant que vous réfléchissez, je vais vous parler d'un autre sujet qu'on abordera dans le programme de 4e, ce sont les esclaves.
L'esclavage a tenu une place importante dans l'économie et la société romaine. Peu nombreux au temps des rois, les esclaves sont devenus indispensables au fur et à mesure de la croissance de Rome. Les guerres de conquête ont augmenté leur nombre. César aurait ainsi ramené près d'1 million d'esclaves de ses campagnes en Gaule. Les citoyens les plus riches pouvaient en avoir 500 ou 1000 à leur service. Les esclaves ne sont pas considérés comme des êtres humains, mais comme des objets sur lesquels le maître a tout pouvoir, y compris celui de mort. Leurs enfants sont destinés à être esclaves à leur tour. Seul l'affranchissement éventuellement accordé par leur propriétaire peut leur rendre la liberté. Leur situation dépend donc du caractère de leur maître, mais également des fonctions qu'ils occupent. Quand ils appartiennent à un Romain, ils sont des esclaves dits privés, servui privati. À la campagne, on les emploie le plus souvent aux travaux agricoles et leur vie n'est pas facile. Mais elle est encore plus difficile s'ils doivent travailler dans des mines. En ville, leur sort est moins cruel. Diverses missions peuvent leur être confiées. Un travail dans les ateliers du maître, le service de la maison en tant que domestique, l'éducation en tant que professeur, le bien-être et la santé de la famille en tant que coiffeur, masseur ou même médecin. S'ils appartiennent à l'État, ils sont des esclaves publics, servui publici, et assurent les tâches d'intérêt général pour les services municipaux. Ils ont droit à un petit salaire même. La vie des esclaves est donc très différente selon l'endroit où ils travaillent. Certains auront parfois la possibilité d'acheter à leurs propriétaires leur affranchissement, grâce à de l'argent qu'ils arriveront à économiser, le peculium. L'affranchi portera alors le nom de son ancien maître, qui deviendra pour lui ce qu'on appelle un patron. Il continuera à lui devoir des services et sera ainsi considéré comme le client de ce patron. Un pécule en français est une petite somme d'argent qu'on a réussi à économiser petit à petit, comme l'esclave qui mettait de côté son peculium, lui permettant plus tard d'acquérir sa liberté. Est-ce que vous pensez que le travail est un esclavage ? Est-ce que vous savez surtout qu'à l'origine le mot travail signifiait torture ? Aujourd'hui, on l'emploie rarement sous ce sens, mais il est certain que travail n'est pas toujours synonyme de plaisir. On s'y soumet parce qu'il est indispensable pour gagner sa vie. Mais n'est-ce pas trop souvent une obligation, une sorte d'esclavage ? Il est très difficile de trouver sa place dans la société quand on n'a pas trouvé de travail. De plus, les conditions économiques font que l'on n'exerce pas forcément le métier que l'on préférerait, mais celui qui est nécessaire dans le monde actuel. Souvent, les horaires et les autres exigences du travail sont contraignants. On peut y voir les caractéristiques d'une certaine forme d'esclavage. Oui, mais quand même, dans le monde romain, un esclave était une personne à qui on imposait un travail, en principe sans le payer en échange. Ce travail pouvait être pénible, en particulier à la campagne ou dans les mines, et l'esclave risquait les plus graves châtiments s'il ne donnait pas satisfaction. Il pouvait même mourir ou se tuer à la tâche. Aujourd'hui, l'homme est quand même plus libre. Tu as la possibilité de te former pour choisir le métier qui te convient le mieux. En conclusion, c'est à toi de te donner les moyens d'exercer un métier qui te plaît. De sérieux efforts sont alors indispensables, mais tu en seras récompensé. Cependant, pour que ton travail ne soit pas une forme d'esclavage, il faut aussi qu'il te laisse profiter de loisirs que tu choisiras afin de t'épanouir au mieux. En latin, servus, S-E-R-V-U-S, signifie esclave. À toi de trouver maintenant les deux noms français qui signifient esclavage et paysan attaché à une terre au Moyen-Âge. Je répète, en latin, le mot esclave se dit servus, S-E-R-V-U-S. Ça donnait la racine serve. Trouve les noms français signifiant esclavage et comment appelle-t-on un paysan attaché à une terre au Moyen-Âge ? Allez, je te laisse réfléchir et je te donne la réponse demain avec le nouvel épisode.